À Thanksgiving, ma sœur a présenté son nouveau petit ami et pour une raison quelconque, il n'arrêtait pas de me fixer. Quand il a demandé ce que je faisais dans la vie, ma mère m'a coupé la parole, ne nous fais pas honte. Tout le monde a ri. Ma sœur a ajouté, peut-être que tu devrais mentir cette fois, pour ne pas avoir l'air si pathétique. Je me suis contenté de sourire. Jusqu'à ce que leur visage devienne blême. Je m'appelle Elena Parker. J'ai 29 ans et je vis seul dans un minuscule appartement dans l'est de Portland, en Oregon. Après une année entière de silence, je suis finalement retourné dans la maison de mes parents pour Thanksgiving, me disant que j'étais prête. Prête à affronter toute la gêne qui m'attendait. Mais au moment où je suis entré, toute la pièce a changé. Thanksgiving était censé être chaleureux et familier. Pourtant, chaque regard à table me suivait comme si j'avais interrompu quelque chose de sacré. Ma sœur Camilla se tenait à côté de son nouveau petit ami, s'accrochant à son bras comme si elle avait besoin que tout le monde voie qu'elle avait gagné une compétition tacite. Il a souri poliment et m'a demandé ce que je faisais dans la vie, et j'ai à peine pu prononcer une seule syllabe avant que ma mère ne me coupe avec un « ne nous fais pas honte », bien senti. La table a éclaté de rire. Camilla s'est penchée avec un sourire mielleux et a ajouté « peut-être que tu devrais mentir cette fois, pour ne pas avoir l'air si pathétique. » Je n'ai pas discuté. J'ai juste souri, doucement, calmement. Le genre de sourire qui a fait cligner des yeux quelques personnes, confuses, car elles n'avaient aucune idée que je n'étais plus l'Elena qu'elles se souvenaient. Celle qu'elles pouvaient réduire au silence par le rire. Et avant d'aller plus loin, d'où regardez-vous ceci et quelle heure est-il là-bas? J'aimerais vraiment savoir jusqu'où cette histoire voyage. En grandissant, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ma place dans la hiérarchie de la famille Parker. Même quand nous étions petites, Camilla était celle que tout le monde admirait. Sourire éclatant, boucle parfaite, le genre d'enfant que les adultes aimaient exhiber. Elle était l'enfant en or, le centre de chaque appareil photo, de chaque histoire, de chaque annonce fière à l'église ou à l'école. Pendant ce temps, j'étais silencieuse. J'aimais les livres, je passais mes après-midi à dessiner dans un coin de ma chambre et je préférais écouter les gens plutôt que de parler par-dessus eux. Pour certains parents, cela aurait pu être attachant. Pour les miens, c'était un défaut, quelque chose qui les faisait s'excuser du regard quand des amis demandaient « Et voici votre autre fille ». Ils me qualifiaient de timide, de maladroite, d'un peu bizarre, comme si ces étiquettes expliquaient pourquoi ils se vantaient rarement de moi comme ils le faisaient pour Camilla. Nous vivions à Lake Oswego, une de ces banlieues immaculées de Portland où les pelouses sont parfaitement tondues, les enfants vont à l'entraînement de football en maillots assortis et les familles se livrent une compétition silencieuse mais intense pour savoir qui a l'air le plus parfait de l'extérieur. Dans un endroit comme ça, l'image était tout. Mes parents étaient des experts pour la cultiver. Camilla correspondait parfaitement à l'image. Extravertie, pétillante, toujours prête à poser. Moi, en revanche, non. Et à Lake Oswego, ne pas correspondre à l'image avait un prix. Mes réalisations, mes prix d'art, mes dissertations louées par les professeurs, ma présence parfaite n'ont jamais atteint le réfrigérateur familial. Si je ramenais un A, mon père disait « Bien, mais ta sœur a eu un A+ l'année dernière ». Si Camilla ramenait un B, mes parents applaudissaient comme si elle avait sauvé le monde. Le message était clair. Sa plus petite réussite était une victoire. Ma plus grande réussite était juste attendue, ou pire, ignorée. Au collège, la comparaison est devenue si constante que j'ai appris à me faire toute petite pour faciliter les choses. Lorsque des parents nous rendaient visite pour les vacances, Camilla faisait ses spectacles de talents habituels, chantant, dansant, faisant rire tout le monde, et moi, j'étais assise tranquillement dans les escaliers, la regardant briller. Si une tante me demandait ce qui m'intéressait, maman répondait à ma place. Oh, elle est dans ces trucs de dessin bizarres. Même son ton faisait glousser la pièce. Je riais parfois avec eux, faisant semblant que ça ne piquait pas. Mais chaque blague gravait quelque chose en moi, quelque chose qui mettrait des années à se défaire. Le lycée a tout empiré. Camilla s'est épanouie socialement, pom-pom girl, reine du bal, les garçons faisant la queue pour attirer son attention. Nos parents adoraient ça. Ils vivaient à travers sa popularité comme si cela les validait en tant que parents. Elle ramenait constamment des amis à la maison, des filles bruyantes avec des cheveux parfaits et une confiance parfaite. Le genre de fille qui passait devant moi comme si j'étais la plante d'intérieur dans le coin. Maman me disait de ne pas déranger quand Camilla recevait, parce que les adolescents veulent leur espace. Mais en réalité,
Je pense qu'elle ne voulait pas que les amis de Camilla demandent qui était la sœur silencieuse et bizarre. Parfois, je me demandais si elle espérait qu'ils oublieraient que j'existais. Ce qui est étrange, c'est que je ne détestais pas Camilla. Elle n'était pas ouvertement cruelle pendant ces années. Elle avait simplement été élevée pour croire que le monde tournait autour d'elle. Quand toute la famille vous traite comme le soleil, vous grandissez en croyant que tous les autres ne font qu'orbiter. Elle ne voyait pas la façon dont nos parents me rejetaient. Pourquoi l'aurait-elle vu? Personne ne lui a jamais appris à regarder. Au lieu de me battre pour attirer l'attention, j'ai trouvé du réconfort dans les arts. Je m'asseyais sous l'érable dans notre jardin avec mon carnet de croquis, dessinant tout ce qui avait du sens pour moi quand la maison n'en avait pas. Le trottoir silencieux, le chat du voisin, les formes des nuages, même la peinture écaillée sur notre clôture arrière. Je dessinais pour sentir que j'avais de l'importance quelque part, même si ce quelque part n'était que du papier blanc. Mais le favoritisme a une façon de résonner à travers les années. En seconde, quand j'ai remporté un concours d'art régional, je me souviens être rentré à la maison avec le certificat tremblant dans ma main. J'avais même répété ce que je dirais à maman, à quel point elle serait fière. Comment peut-être cette fois, elle voudrait mettre mon travail sur le réfrigérateur à côté de toutes les photos de Camilla. Mais au lieu de ça, papa a à peine levé les yeux de son ordinateur portable et a dit, « Là, c'est bien, ma chérie, mais ça ne paiera pas les factures. » Maman n'a même pas demandé à le voir. Le certificat est resté sur le comptoir de la cuisine jusqu'à ce qu'il soit taché de café et finalement jeté. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'essayer de les impressionner. À partir de là, chaque succès m'a semblé privé. Non pas parce que je le voulais, mais parce que le partager se terminait toujours de la même manière, minimisé, moqué ou ignoré. Chaque petite erreur, cependant, était amplifiée. Si j'oubliais de vider le lave-vaisselle, maman soupirait dramatiquement et disait, « Camilla ne ferait jamais ça. » Si je rentrais une minute en retard, papa me faisait la morale sur la responsabilité, même si Camilla sortait régulièrement jusqu'à minuit sans conséquence. Lentement, sans le savoir, je suis devenu invisible. Non pas parce que je n'étais pas là, mais parce qu'il choisissait de ne pas me voir. Je me suis habitué à marcher derrière Camilla sur les photos de famille, à ce qu'on me demande de prendre des photos au lieu d'y être, à exister dans les coins des pièces au lieu du centre. Certains enfants se rebellent quand ils se sentent invisibles. Moi, je me suis retiré, me fondant tranquillement dans le décor, me disant que c'était plus facile comme ça. Avec le recul, cette enfance a tout façonné. Le déséquilibre émotionnel, les années de rejet silencieux, le message constant que je serai toujours moins. Ces choses ne vous quittent pas. Elles s'installent dans vos os. Elles vous apprennent à attendre le strict minimum des gens, à vous excuser de prendre de la place, à croire que prendre la parole ne vous vaudra que des rires ou de la honte. Et pendant longtemps, j'ai porté cela à l'âge adulte sans m'en rendre compte. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée, la différence entre le chemin de Camilla et le mien était déjà tracée aussi clairement que les autoroutes séparant les Oswego du reste de Portland. Camilla était destinée à ce que mes parents appelaient un avenir convenable, une université privée, une voiture neuve brillante le jour de ses 18 ans, et un appartement entièrement meublé près du campus pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans stress. Pendant ce temps, on m'encourageait gentiment mais fermement à être réaliste. C'était la manière polie de mes parents de dire « N'attends pas de nous que nous t'aidions comme nous aidons ta sœur. » Et donc, je n'ai rien attendu. J'ai appris très tôt que compter sur eux, c'était comme poser son poids sur une table en verre fissuré. Elle avait l'air assez solide, mais au moment où l'on s'y appuyait, elle se brisait. Au lieu de partir pour une université de 4 ans pittoresque avec une chambre de dortoir décorée selon des tableaux Pinterest, je me suis inscrite au Portland Community College, travaillant de nuit dans un café local pour payer les frais de scolarité. Mon premier appartement était un studio exigu et plein de courants d'air dans l'est de Portland. Le genre où le chauffage cliquetait bruyamment en hiver et où les fenêtres laissaient entrer plus d'air froid qu'elles n'en bloquaient. Pourtant, c'était le mien, mon espace. Une petite parcelle d'indépendance taillée dans la nécessité. Personne de la maison n'est jamais venu me rendre visite. Personne n'a même demandé l'adresse. Parfois, mes parents envoyaient des textos comme « J'espère que tu vas bien » ou « N'oublie pas d'être responsable ». Mais c'étaient des messages courts, détachés. Le genre qu'on envoie à une connaissance lointaine, pas à sa fille qui commence sa vie seule. Les vacances passaient tranquillement. Les anniversaires aussi. Je me suis habitué à réchauffer de la soupe en conserve à minuit après avoir fermé le café,
à étudier jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, et à m'endormir sur mon bureau parce que le matelas par terre était trop froid. La solitude n'était pas un choc. C'était plutôt un écho familier qui me suivait depuis l'enfance. Pendant ce temps, la vie de Camilla se lisait comme un fil Instagram soigné. Nouveaux vêtements, nouveaux voyages, nouveaux amis, nouvelles étapes. Mes parents publiaient fièrement chacune de ces réalisations, événements de sororité, week-end de ski, son acceptation dans un prestigieux programme de marketing dans une université privée en Californie, avec des légendes comme « si fier de notre fille ». Je me demandais parfois s'ils réalisaient qu'ils avaient 2 filles, ou s'ils s'en souciaient. Pourtant, même au milieu de ces années où je me sentais petite et invisible, il y avait une chose qui m'empêchait de m'effondrer sous le poids d'être sous-estimé, l'art. Le même art qu'ils rejetaient, les croquis qu'ils appelaient autrefois « bizarres », s'étaient transformés en quelque chose de plus grand. Entre les cours et les services, je pratiquais le graphisme, apprenant par moi-même grâce à des tutoriels YouTube et des forums en ligne. Quand mes camarades de classe se plaignaient des délais, je restais éveillé tard pour créer des projets personnels afin de construire un portfolio. Au café, en essuyant les comptoirs ou en préparant des expressos, je regardais les clients entrer avec des ordinateurs portables couverts de magnifiques autocollants et logos et je pensais, je veux faire des choses comme ça, des choses que les gens emportent avec eux. Puis un jour, un camarade de classe a vu mes créations et a dit « Eh, tu devrais sérieusement commencer à faire payer les gens. » Cela semblait ridicule à ce moment-là. Faire payer pourquoi? Pour quelque chose que mes parents croyaient sans avenir. Mais il a insisté et a fini par devenir mon premier client. Puis un autre, et encore un autre. Avant que je ne m'en rende compte, je concevais des logos, des affiches et des identités de marque pour de petites entreprises locales, des bars à jus, des friperies, des salons de tatouage. Ce n'était pas glamour et les paiements étaient modestes, mais chaque dollar que je gagnais grâce au design était différent de ceux que je gagnais au café. L'argent du café payait les factures. L'argent du design nourrissait mon âme. Je n'en ai jamais parlé à mes parents. Non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je savais déjà comment la conversation se déroulerait. Le graphisme, en freelance? Ce n'est pas une vraie carrière, Elena. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose de stable? Tu perds ton temps avec des passe-temps. Et le pire, Camilla travaille pour un vrai avenir. Tu devrais faire de même. Alors, je suis restée silencieuse. Le silence était plus facile. Le silence signifiait que je n'avais pas à regarder leur visage se crisper à chaque fois que je parlais de quelque chose que j'aimais. Mais le silence est une chose dangereuse. Il laisse les gens écrire leurs propres histoires sur vous. Ma mère supposait que mon silence signifiait que je n'avais rien à montrer. Mon père supposait que cela signifiait l'échec. Et Camilla, elle supposait que cela signifiait qu'elle avait gagné. Mais la vérité, c'est que pendant qu'ils me rejetaient, je construisais lentement, tranquillement quelque chose à moi. Après 1 an, mes clients ont augmenté régulièrement grâce au bouche à oreille. Une petite boulangerie du centre-ville m'a recommandé à un studio de yoga. Ce studio m'a recommandé à un photographe local. Ce photographe m'a recommandé à une start-up technologique à la recherche d'un travail d'identité de marque. À ce moment-là, mes nuits étaient passées à concevoir jusqu'à l'aube, entourées de tasses de café et de croquis à moitié finis, et mes journées étaient un flot de mails et de délais de projets. J'étais épuisé, à bout de force, jonglant à peine entre l'école et le travail, mais j'étais vivante d'une manière que je n'avais jamais été auparavant. Finalement, j'ai économisé assez pour louer un petit bureau dans un espace de coworking, un lieu rempli de freelance, d'artistes, de codeurs et de rêveurs qui ne correspondaient pas non plus au chemin traditionnel. Pour la première fois, je me suis senti à ma place quelque part. Personne ne me regardait comme si j'étais étrange. Personne ne me comparait à une sœur en or. Ils voyaient juste le travail et ils le respectaient. J'ai commencé à appeler mon travail de freelance un « studio », même si ce n'était qu'un bureau loué et un ordinateur portable à l'écran fissuré, parce que l'appeler ainsi me donnait l'impression que cela pourrait un jour devenir réel. Parker Studio, j'écrivais en haut de mes factures. Parker Studio, sur le site web de mon portfolio que j'avais construit moi-même. Parker Studio, sur les maquettes de cartes de visite que je ne pouvais pas encore me permettre d'imprimer. Je ne le savais pas alors, mais ces premières années à joindre les 2 bouts, à jongler avec 2 emplois, à vivre de salaire en salaire, elles façonnaient en moi quelque chose que mes parents ne pourraient jamais revendiquer. L'indépendance, la résilience, et un niveau de confiance en soi que j'ai dû planter et arroser moi-même parce que personne d'autre ne le ferait. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme d'associé,
mon portfolio de design était plus solide que celui de la plupart des diplômés de 4 ans. Le travail affluait régulièrement. J'ai réduit mes heures au café. J'ai cessé de me soucier de savoir si mes parents étaient fiers de moi parce que quelque chose en moi commençait lentement à changer. Et bien que je ne leur ai rien dit, bien qu'ils n'aient aucune idée de ce à quoi ressemblait réellement ma vie, je sentais pour la première fois que je construisais un monde où j'avais enfin de l'importance. Un monde où ma voix n'avait pas à se battre pour être entendue. Personne à la maison ne savait qui je devenais. Ils ne me rendaient pas visite. Ils ne demandaient pas. Ils ne s'en souciaient pas. Et honnêtement, c'est devenu mon plus grand avantage. Parce que parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est d'être sous-estimé. Et je n'avais aucune idée à l'époque de l'utilité que cette invisibilité deviendrait plus tard, à Thanksgiving, quand ils me regarderaient comme si j'étais la même fille silencieuse et pathétique qu'ils se souvenaient. Ils n'avaient aucune idée que je ne vivais plus dans l'ombre. Ils n'avaient juste pas encore vu la lumière. Malgré tout ce que je construisais par moi-même, les clients, les projets de fin de soirée, la croissance lente et régulière du Parker Studio, ma place dans ma famille n'a jamais changé. Chaque fête continuait de tourner autour de Camilla comme si elle était le soleil et que nous autres ne vivions que pour refléter sa lumière. À Noël, elle choisissait le thème, le menu, les décorations. À Pâques, elle organisait les réservations pour le brunch et décidait qui s'asseyait où. À Thanksgiving, elle dictait le code vestimentaire, l'horaire, et même les plats que chaque personne pouvait apporter. Mes parents la soutenaient toujours, non pas parce qu'elle avait gagné cette autorité, mais parce qu'elle incarnait l'image qu'ils voulaient projeter, soignée, présentable, parfaite. Pendant ce temps, j'étais traité comme le meuble dépareillé qu'ils ne pouvaient pas jeter, mais qu'ils ne voulaient pas que les invités remarquent. Chaque fois qu'un événement approchait, maman appelait Camilla pour lui demander ce qu'elle portait, si elle avait besoin d'aide pour ses cheveux ou ses ongles, ce qu'elle voulait sur la table. Avec moi, il n'y avait pas d'appel, pas de rappel, pas d'invitation. La moitié du temps, j'apprenais que des rassemblements avaient eu lieu seulement après avoir vu des photos en ligne. Camilla dans une robe scintillante, mes parents souriant à ses côtés, la légende disant « tant en famille », comme si leur famille se composait d'exactement 3 personnes et d'une absence tacite. Finalement, j'ai appris à ne pas attendre d'invitation. Non pas parce que je n'en voulais pas, mon Dieu, j'en voulais, mais parce qu'attendre quoi que ce soit de personnes qui refusent de vous voir est un moyen garanti de se briser le cœur. Mais le moment qui a scellé le tout est arrivé un an avant le Thanksgiving où tout allait exploser. C'était début novembre, froid et pluvieux comme Portland l'est toujours à cette période de l'année. Je quittais l'espace de coworking quand mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Je me souviens m'être arrêté sous l'auvent, pleine d'espoir pour la première fois depuis un moment, pensant que peut-être, juste peut-être, il tendait la main. Mais le message n'était pas une invitation. Il n'était même pas neutre. Il disait, cette année, la famille veut que tout ait l'air parfait. Reste juste à la maison et repose-toi, d'accord? Traduit dans le ton poli de ma mère, cela signifiait, nous ne voulons pas que tu sois là pour tout gâcher. Mes doigts sont devenus froids. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, la pluie dégoulinant de la capuche de ma veste. Quand j'ai finalement répondu, j'ai essayé de lui accorder le bénéfice du doute. Est-ce que quelque chose ne va pas? Pourquoi ne puis-je pas venir? Sa réponse est venue presque instantanément, comme si elle attendait que je le demande. Tu t'habilles trop décontracté. Tu parles maladroitement. Tu nous fais honte. Voilà. C'était une vérité nette, tranchante, inévitable, livrée en quelques lignes de texte. Si elle m'avait giflé, ça aurait fait moins mal parce que ce n'était pas des maudits dans un moment de colère. Ils étaient dits nonchalamment, envoyés sans hésitation, tapés avec le genre de familiarité qui vient de croire quelque chose depuis très longtemps. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas envoyé un long paragraphe pour me défendre. J'ai simplement pris une capture d'écran, mes mains tremblant juste assez pour flouter les bords, et je l'ai sauvegardé dans un dossier sur mon téléphone. Pas par dépit, pas avec l'intention de l'utiliser un jour comme preuve, mais parce que j'avais besoin d'un rappel. Un rappel que je n'imaginais pas les choses. Que la distance entre nous n'était pas de ma faute. Que la raison pour laquelle je me sentais indésirable n'était pas une histoire que j'avais inventée dans ma tête. C'était une histoire qu'il continuait d'écrire pour moi. Ce soir-là, je me suis assise par terre dans mon minuscule appartement, les jambes croisées, l'ordinateur portable encore ouvert pour le travail, et j'ai laissé le silence remplir la pièce. Un silence que je connaissais depuis l'enfance. Mais cette fois, c'était différent.
Ce n'était pas le genre de silence qui vous engloutit. C'était comme un tournant, comme si quelque chose en moi s'était enfin, tranquillement, libéré. Je n'ai pas planifié une sortie dramatique de la famille ou une grande déclaration. Je n'ai pas annoncé que j'en avais assez d'essayer ou leur ai dit qu'ils m'avaient blessé. Au lieu de cela, j'ai simplement cessé de tendre la main. J'ai arrêté d'envoyer des textos en premier. J'ai arrêté d'attendre des appels qui ne venaient jamais. J'ai arrêté de prétendre que leur approbation était quelque chose dont j'avais besoin pour respirer. J'ai arrêté d'essayer de gagner une place à une table qui n'avait jamais été mise pour moi. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose d'étrange s'est produit. La vie est devenue plus légère. Je me suis concentré sur le travail, sur la création de liens avec des personnes qui appréciaient ce que j'apportais. J'ai pris de petits projets en freelance et de plus grands. Je suis resté tard à l'espace de coworking, parfois jusqu'à l'arrivée de l'équipe de nettoyage, mais l'épuisement semblait avoir un but, pas comme la fatigue de constamment essayer d'impressionner des gens qui vous ignoraient. Mes parents n'ont jamais remarqué le changement. Pas une seule fois ils n'ont envoyé de texto pour demander comment j'allais. Pas une seule fois ils n'ont vérifié si je passais les vacances seul. Mais Camilla, elle a posté des photos d'un autre Thanksgiving parfait, entouré d'amis, mes parents rayonnant en arrière-plan, mon absence n'étant même pas reconnue. C'est cette année-là que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Il est tout à fait possible de faire partie d'une famille et de se sentir complètement seul. Et la solitude née de la négligence coupe plus profondément que la solitude née de la solitude. Parce que la solitude, au moins, vous donne l'espace de grandir. La négligence ne vous donne que la preuve que certaines personnes ne vous choisiront jamais, même si elles sont censées le faire. Mais je ne savais pas alors que le rejet, ces petites coupures accumulées au fil des ans me ciselaient en fait en quelqu'un de plus fort, de plus vif, quelqu'un qui entrerait un jour dans leur dîner de Thanksgiving et sourirait à leur cruauté parce qu'elle savait enfin qui elle était devenue sans eux. L'année où je me suis discrètement coupé de ma famille a été la même année où ma vie a finalement commencé à s'épanouir d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. C'est arrivé lentement, presque invisiblement, comme la façon dont l'aube se glisse dans une pièce avant même que vous ne remarquiez que le soleil s'est levé. Un matin, j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai vu un email si soigné que j'ai cru que c'était une arnaque. Une entreprise technologique de Seattle, une start-up de taille moyenne développant des logiciels de productivité, voulait m'engager pour redessiner entièrement son identité de marque. Ils ont dit qu'ils avaient vu mon travail sur la page Instagram d'un studio de yoga, qu'ils avaient suivi la piste vers d'autres projets que j'avais réalisés, et qu'ils avaient décidé que j'étais exactement la voie qu'ils voulaient pour leur nouvelle direction. Au début, j'ai relu l'email 3 fois, m'attendant à moitié à ce que les mots se réarrangent en quelque chose de plus ordinaire. Mais ils ne l'ont pas fait. C'était réel. Et quand j'ai nerveusement envoyé mon devis, m'attendant à ce qu'ils le négocient à la baisse jusqu'à quelque chose d'humiliant, ils ont répondu en quelques minutes, ça nous va. Quand pouvez-vous commencer? Le projet payait plus que 3 mois de service au café réuni. Plus que mon loyer, plus que n'importe quel montant que j'avais jamais vu attaché à mon nom. Je me souviens être rentré du coworking ce soir-là dans une sorte d'hébétude, la pluie de Portland brumisant contre ma veste, en pensant, est-ce que c'est ça, se sentir vu? La start-up a adoré mon travail. Leurs investisseurs l'ont adoré aussi. Et soudain, ma boîte de réception n'était plus un coin tranquille d'Internet. Elle bourdonnait. Une application de bien-être m'a contacté. Puis un cabinet comptable boutique. Puis une marque de commerce électronique basée à Washington à la recherche d'un design d'emballage. Toutes des recommandations, toutes de personnes qui ne m'avaient jamais rencontré mais qui avaient ressenti quelque chose dans mon travail. C'était étrange, exaltant et douloureux à la fois, car des étrangers croyaient en moi d'une manière que ma propre famille n'avait jamais fait. Au fil des mois, j'ai commencé à comprendre quelque chose d'important. La compétence grandit lorsque les gens vous font confiance avec des opportunités, et la confiance grandit lorsque les gens voient votre valeur. Ces nouveaux clients ne se souciaient pas de ma tranquillité. Ils ne se souciaient pas des étiquettes que ma famille m'avait données. Ils se souciaient du travail, de la qualité, des idées, de la clarté. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. Puis est venu l'email qui a tout changé. Il s'appelait Michael Grant, un vétéran du branding d'une 60aine d'années qui avait construit des dizaines de campagnes nationales au cours de sa carrière. Il dirigeait une petite société de conseil en Californie, mais gardait une maison à Portland pour les étés. D'une manière ou d'une autre, à travers le réseau enchevêtré des introductions de la Silicon Valley, l'un de ses partenaires avait vu ma refonte de Seattle et la lui avait transmise.
Il m'a invité à prendre un café juste pour parler boutique. Je suis arrivé terrifié, m'attendant à ce qu'on me dise tout ce que j'avais fait de mal. Mais au lieu de cela, il a passé toute la réunion à me poser des questions, de vraies questions sur les raisons de certains de mes choix de design, où je me voyais aller, quel genre de marque je voulais construire un jour. À la fin, il a dit quelque chose que personne dans ma vie ne m'avait jamais dit. Vous avez une voix forte. Et si vous êtes partante, j'aimerais vous avoir sur un projet. Le projet ? Créer l'image de marque d'un fonds d'investissement californien se préparant à lancer une nouvelle branche de capital risque. C'était la plus grande opportunité que j'ai jamais eue. J'ai dit oui avant qu'il ait fini sa phrase. Travailler avec Michael m'a changé. Il me traitait comme une égale, respectait mes idées, me poussait quand je doutais de moi. Il m'a initié à des outils professionnels, des flux de travail et des contacts dans l'industrie que je n'aurais jamais découvert seul. Sous sa direction, Parker Studio est passé d'une petite activité secondaire de freelance à quelque chose de réel, quelque chose d'imposant. J'ai acheté un nouvel ordinateur portable, mis à jour mes logiciels et troqué mon vieux bureau branlant du coworking contre une table d'angle baignée d'une chaude lumière d'après-midi. C'était comme entrer dans une nouvelle version de moi-même vers laquelle j'avais grandi sans m'en rendre compte. Mais pendant tout ce temps, je n'ai pas dit un mot à ma famille. Non pas parce que je voulais cacher mon succès, mais parce qu'ils n'avaient jamais demandé. Pas une seule fois, pas un texto, pas un appel, pas même une curiosité passagère. Ma mère supposait toujours que je dérivais dans la vie sans direction. Mon père croyait toujours que je me cherchais, ce qui était sa manière polie de dire qu'il pensait que j'échouais. Camilla, bien sûr, se vantait auprès de tout le monde qu'elle me soutenait financièrement, que je dépendais de sa générosité, qu'elle était la sœur stable alors que j'étais celle qui avait toujours des difficultés. Et je la laissais faire, parce que la corriger aurait nécessité d'admettre que je me souciais encore de la façon dont ils me voyaient. Alors, je suis restée silencieuse. Le silence avait toujours été plus facile avec eux. Mais en dehors de l'orbite rétrécissante de ma famille, le monde s'élargissait. J'ai commencé à voyager, Seattle pour une séance photo client, San Francisco pour une conférence de design, Los Angeles pour une consultation organisée par Michael. Chaque voyage était une autre preuve que je devenais quelqu'un de différent de la fille invisible qu'ils avaient élevée. Quelqu'un de plus vif, de plus capable, quelqu'un dont le travail comptait. Et à chaque étape, quelque chose grandissait en moi. Pas de la fierté exactement, mais une confiance stable et ancrée qui ne ressemblait en rien à l'approbation fragile que je cherchais autrefois auprès de mes parents. Cette confiance était interne, silencieuse, mais inébranlable, construite à partir de nuits blanches, de brouillons désordonnés, de révisions, d'échecs et de percées que personne d'autre que moi n'a vues. Pourtant, une petite partie de moi se demandait, espérait même, si ma famille demanderait un jour, s'ils regarderaient un jour au-delà de la version de moi qu'ils avaient figée dans le temps. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et peut-être que c'était la pièce finale, la compréhension que ma vie avançait avec ou sans eux. Qu'ils avaient choisi de ne pas me connaître, et que je choisissais enfin moi-même. Ce que je ne savais pas alors, ce que je ne pouvais absolument pas prédire, c'est que toute cette croissance, tous ces succès discrets me menaient droit à la tempête qui m'attendait au prochain Thanksgiving. La tempête où mon silence se briserait, non pas avec colère, mais avec la vérité. La tempête où la fille qu'ils ignoraient reviendrait dans leur maison, non pas comme une ombre, mais comme quelqu'un qu'ils ne pourraient plus prétendre ne pas voir. Et tout ce qu'il faudrait pour déclencher cette tempête, c'était une seule question du nouveau petit ami de Camilla. Une année entière s'est écoulée sans un seul appel, texto ou un « comment vas-tu » accidentel de la part de quiconque dans ma famille. Je m'étais enveloppé dans le travail, dans l'indépendance, dans la satisfaction tranquille de ne plus attendre leur approbation. Et puis, juste 2 semaines avant Thanksgiving, mon téléphone a vibré avec un message dans la conversation de groupe familial que j'avais mise en sourdine des mois auparavant. C'était de ma mère. Nous organisons Thanksgiving à la maison cette année. Nous attendons que tu viennes. Sois juste là pour la soirée. La formulation m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre, un rappel que pour eux, je n'étais pas une personne avec des sentiments ou des limites. J'étais un accessoire qu'ils pouvaient placer sur une chaise pour que la photo de famille ait l'air complète. J'ai fixé le message pendant des heures. Une partie de moi voulait le supprimer, l'ignorer, faire comme s'il n'était jamais arrivé. Mais une autre partie, la partie meurtrie par des années à être mise de côté, voulait voir si quelque chose avait changé, si l'absence les avait adoucis,
si la vie leur avait appris à regarder un peu plus près. Je connaissais la réponse avant même de franchir leur porte. Mais l'espoir est têtu, et parfois il s'attarde dans les ruines longtemps après que tout le reste s'est effondré. Alors j'y suis allé. Pas avec enthousiasme, pas même avec appréhension, mais avec un calme étrange et constant, le genre qui vient quand on n'attend plus rien. Au moment où j'ai franchi la porte de la maison, ce calme s'est fissuré. Le salon était chaleureux, éclairé par de douces ampoules jaunes, décorées de feuilles d'automne et de bougies. Une esthétique que Camilla était célèbre pour organiser de manière obsessionnelle. Mais au lieu de m'accueillir, l'atmosphère s'est tendue. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu. Les têtes se sont tournées. Les amis de Camilla, perchés sur le canapé comme des ornements brillants, m'ont jeté des regards rapides et évaluateurs. Ma tante a hoché la tête poliment, mais même elle semblait surprise que je sois là. C'était comme entrer dans le rassemblement familial de quelqu'un d'autre, un rassemblement que j'avais accidentellement interrompu. Camilla est sortie de la cuisine, les joues rouges, les cheveux parfaitement coiffés comme toujours, portant une robe en laine qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ses yeux se sont écarquillés un instant, juste une fraction de seconde de choc sincère avant qu'elle ne le masque avec la même joie de façade qu'elle utilisait sur Instagram. « Elena, tu es venue » a-t-elle gazouillé, comme si elle n'avait pas été celle qui disait aux gens pendant des années que j'étais trop instable, trop perdu, trop désordonné pour me montrer n'importe où. Elle a traversé la pièce en glissant et a entraîné un grand gars à la coupe nette avec elle. « Voici Evan » a-t-elle dit fièrement. Il m'a serré la main avec une poignée chaleureuse, m'étudiant avec une curiosité bienveillante. « Alors, tu es la petite sœur » a-t-il dit en souriant. « Camilla m'a beaucoup parlé de toi. » Oh. Mon estomac s'est serré. Non pas parce qu'il avait dit quelque chose de mal, mais parce que je savais exactement ce que Camilla lui avait dit. Des histoires organisées pour maintenir son image scintillante. Des histoires où je jouais le rôle de la sœur sous-performante qu'elle tolérait gracieusement. Des histoires qui la faisaient se sentir plus grande en me faisant paraître plus petite. Le dîner a commencé avec les politesses habituelles. Camilla montrant ses nouveaux bijoux, maman s'agitant autour de l'assiette de son petit ami, papa écoutant Evan parler de son travail dans une entreprise de logistique. J'étais assise au bout de la table, la position que j'avais occupée toute ma vie, assez proche pour être présente, assez loin pour être sans importance. Je n'étais pas surprise. Je m'attendais à ce que cette dynamique refasse surface dès mon arrivée. Mais ce qui m'a surprise, c'est la façon dont les gens n'arrêtaient pas de me jeter des regards, subtils, de côté, comme s'ils attendaient que quelque chose se passe. Même Evan m'a regardé plus d'une fois, comme s'il essayait de concilier la vraie moi avec la version de moi que Camilla avait décrite. Vers le milieu du dîner, lorsque la dinde avait été découpée et les verres de vin remplis, Evan s'est tourné vers moi avec un sourire chaleureux et curieux. « Alors, Elena » a-t-il demandé, « que fais-tu dans la vie ?» C'était une question simple, normale, à laquelle j'avais répondu des centaines de fois à des clients, des collègues, des designers, même des inconnus lors d'événements de réseautage. J'ai ouvert la bouche pour parler. Mais la voix de ma mère a tranché nettement la mienne. « Ne nous fais pas honte » a-t-elle dit sèchement. L'air s'est figé. Evan a cligné des yeux, confus, puis, comme si un signal avait été donné, toute la table a éclaté de rire. Mon père a souri à Camilla. Ma tante a couvert sa bouche pour étouffer un gloussement. Même les amis de Camilla ont participé, leurs yeux pétillants de l'amusement cruel que les gens ressentent lorsqu'ils pensent avoir trouvé une cible facile. Camilla s'est penchée, posant son menton sur sa main, son sourire s'élargissant. « Allez, Elena » a-t-elle dit assez fort pour que toute la table entende. « Invente juste quelque chose cette année, tu sais, pour ne pas avoir l'air si pathétique. La dernière fois que tu as dit à quelqu'un que tu étais une designer freelance, ils ont cru que tu fabriquais des autocollants dans ta chambre. » Une autre salve de rire a éclaté. Personne n'a demandé si ce qu'elle disait était vrai. Personne ne s'est demandé si c'était blessant. Personne n'a considéré, ne serait-ce qu'un instant, que je pourrais être assise là à absorber chaque mot. Pendant un moment, l'ancienne version de moi, la fille conditionnée à se recroqueviller dans le silence, à prétendre que les blagues ne faisaient pas mal, à avaler l'humiliation comme un médicament, a presque refait surface. Presque. Mais je ne me suis pas recroquevillé. Je n'ai pas bégayé. Je n'ai pas forcé un rire pour les mettre à l'aise. J'ai simplement levé la tête et j'ai souri. Un petit sourire tranquille, contrôlé, stable.
Le genre de sourire qui vient de quelqu'un qui sait quelque chose que le reste de la pièce ignore. Le rire de ma mère affaiblit. Le sourire narquois de Camilla a tressailli. Les yeux d'Evan se sont légèrement plissés, la curiosité se transformant en quelque chose de plus vif. Aucun d'entre eux ne savait que derrière ce sourire se cachait tout un monde dont ils ne s'étaient jamais souciés de demander. Aucun d'entre eux ne savait ce que cette seule question d'Evan était sur le point de révéler. Et aucun d'entre eux, et encore moins Camilla, n'avait la moindre idée qu'ils étaient à quelques secondes de voir la version de moi qu'ils pensaient connaître s'effondrer en poussière. Parce que l'humiliation ne fonctionne que lorsque la victime y croit. Et je n'y croyais plus. Pendant un instant, après que les rires se soient calmés, la salle à manger a bourdonné de ce silence suffisant et satisfait que les gens obtiennent lorsqu'ils pensent avoir établi une hiérarchie, lorsqu'ils croient avoir réussi à repousser quelqu'un à sa place assignée. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas pris ma fourchette ni fait semblant de ne pas les avoir entendus. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux lentement, délibérément, balayant la table du regard. Ma voix, quand elle est finalement venue, était étonnamment calme. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme si j'étais une sorte de blague, ai-je demandé doucement. La question aurait dû être inoffensive, presque innocente, mais d'une manière ou d'une autre, elle a traversé la pièce avec une acuité à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Ma mère s'est raidie. Ma tante a fixé son assiette. Quelques amis de Camilla se sont agités mal à l'aise. Et puis mon père, qui m'avait à peine regardé depuis mon arrivée, s'est raclé la gorge et a parlé avec le ton de quelqu'un qui explique quelque chose d'évident à un enfant. Eh bien, a-t-il commencé. Camilla a dit à Evan que tu n'as jamais vraiment rien fait de ta vie. Il a fait un geste vague comme s'il balayait toute mon existence. Et ta mère a peut-être mentionné que tu dépends de l'aide de l'État pour t'en sortir. Alors, il a haussé les épaules. Les gens font des suppositions. Des suppositions. Le mot a atterri comme un marteau sourd contre mes côtes. Ce n'était pas des suppositions. C'étaient des mensonges. De vieux mensonges. Des mensonges pratiques. Des mensonges soigneusement façonnés pour maintenir le récit qu'il préférait, Camilla comme la fille qui réussit, moi comme la pitoyable. J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire, silencieux, retenu, mais bordé de quelque chose qui a fait se redresser le fond de la table. Mon sourire n'était pas large, mais il était précis, délibéré, contrôlé, et il a glacé la pièce d'une manière qu'aucune voix élevée n'aurait jamais pu le faire. Même l'expression d'Evan a changé alors qu'il me regardait, non plus confus ou amusé, mais attentif. Alerte. Camilla a cligné des yeux vers moi, sa confiance vacillant. Quoi, a-t-elle lâché, mais c'est sorti plus mince qu'elle ne le voulait. Tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas, comme si se fâcher était un comportement honteux réservé aux gens au bas de l'échelle familiale. Comme si elle s'attendait à ce que je me recroqueville sur mon siège et fasse semblant que rien ne me blessait. Mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi, quelque chose que j'avais passé des années à construire seul, s'est élevé au-dessus de la piqûre de leurs paroles. Je me suis levé lentement, repoussant ma chaise avec un léger grattement contre le parquet. Toute la table s'est tue, de la même manière qu'une forêt se tait lorsqu'elle sent une tempête approcher. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas fait de discours dramatique. J'ai simplement dit avec un calme poli, excusez-moi un instant. Je dois passer un appel. Ma mère a froncé les sourcils, instantanément méfiante. À qui? Mais je n'ai pas répondu. Je me suis tourné et j'ai marché vers le salon, chaque pas stable et sans hâte. Ils m'ont regardé partir comme s'ils ne savaient pas s'il fallait être amusé ou nerveux. Les yeux d'Evan m'ont suivi le plus longtemps. Une fois que j'ai atteint l'autre côté de la maison, hors de vue, mais assez proche pour entendre les faibles murmures derrière moi, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration ne faiblissait pas. C'était étrange, presque comme un moment hors du corps, comme si j'avais enfin incarné la version de moi que je me préparais à devenir. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Il a sonné une fois, 2 fois. Puis une voix chaude et familière a répondu. Elena. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas donné de contexte. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement dit la seule phrase qui changerait le reste de la soirée. Peux-tu envoyer les documents maintenant? J'en ai besoin ici. Immédiatement. Il n'y a eu aucune hésitation de l'autre côté. Bien sûr. Donne-moi 10 minutes. 10 minutes. C'était tout.
J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre assombrie. Mon expression calme, presque sereine. Le genre de calme qui vient quand on cesse enfin de fuir qui l'on est. Derrière moi, les rires ont repris, pas aussi fort qu'avant, mais tendus, incertains. Ils ne savaient pas quoi penser de ma réaction. La voix de Camilla s'est légèrement élevée, gloussant trop fort, essayant trop. Elle est dramatique, a-t-elle dit, son ton vacillant. Elle fait toujours ça. Elle reviendra et fera comme si de rien n'était. Mais elle n'avait pas l'air convaincue. Pas cette fois. Je suis retourné vers la salle à manger et je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, les mains le long du corps. Personne n'a parlé. Personne ne savait à quoi s'attendre de moi. Et pour la première fois de ma vie, cela a joué en ma faveur. Je me suis assise aussi tranquillement que je m'étais levé. Pas de discours, pas d'avertissement, juste le silence. Stable, lourd, chargé. Un silence qui ne venait pas de la peur. Un silence qui venait du pouvoir. Parce qu'au fond d'eux, ils le sentaient aussi. Quelque chose avait changé. Quelque chose d'irréversible. Quelque chose qu'ils ne pouvaient plus balayer d'un rire. Et dans quelques minutes, quand la sonnette retentirait, quand les documents arriveraient, chacun d'entre eux comprendrait exactement ce que ce changement signifiait. J'étais à peine retourné à ma place que la pièce a de nouveau changé. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais avec la tension faible et mal à l'aise de gens sentant un changement qu'ils ne pouvaient pas encore nommer. Les fourchettes cliquetaient doucement contre les assiettes. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Camilla a ri trop fort à quelque chose que personne n'avait dit. Ma mère s'est affairée avec les serviettes comme si redresser le linge pouvait redresser l'atmosphère. Ils attendaient tous que je craque, que je me replie dans la petite version silencieuse de moi-même qu'ils avaient l'habitude de contrôler. Mais je n'ai pas parlé. Je ne me suis pas excusé. Je suis simplement resté assise là, calme, composée, imperturbable, et cela, plus que tout, les a déstabilisés. 10 minutes se sont écoulées dans un silence lent et étiré. 10 minutes qui ressemblaient à un conte à rebours que seul moi savais se dérouler. Et puis, pile à l'heure, la sonnette a retenti. Un carillon sec et clair qui a tranché la salle à manger comme une lame. Toutes les têtes se sont levées. Camilla s'est arrêtée en pleine phrase. Même la fourchette de mon père est restée en suspens. Ma mère a froncé les sourcils, confuse. Est-ce que quelqu'un d'autre vient? Non, a dit papa, jetant un coup d'œil vers le couloir. Mais moi, je savais. Je savais exactement quoi, ou plutôt, qui était à la porte. Je me suis levé calmement et j'ai marché vers l'entrée, mes pas résonnant doucement sur le parquet. Quand j'ai ouvert la porte, un coursier en veste d'hiver m'a tendu une épaisse enveloppe scellée. Livraison pour Elena Parker, a-t-il dit en vérifiant le nom sur son appareil portable. J'ai signé, je l'ai remercié et j'ai refermé la porte derrière moi. Quand je me suis retourné, presque toutes les personnes à table tendaient le cou pour voir ce que je tenais. Qu'est-ce que c'est, a demandé Camilla, les sourcils levés avec une curiosité de façade. Une livraison, ai-je simplement répondu en retournant à la table. J'ai posé l'enveloppe au centre de la table. Mon nom, Elena Parker, était imprimé sur le devant en caractères gras et noirs. La pièce est devenue complètement silencieuse, le genre de silence qui épaissit l'air. Les fourchettes se sont abaissées. Les conversations sont mortes. Même la bouche de chauffage semblait se taire. Je pouvais sentir tous leurs yeux sur moi, grands, attentifs, en attente. Le petit ami de Camilla, Evan, s'est penché en arrière sur sa chaise, m'étudiant comme s'il réalisait enfin qu'on lui avait donné une version incomplète de qui j'étais. Camilla, quant à elle, avait l'air irritée, comme si le fait que j'ouvre une enveloppe était une sorte de stratagème pour attirer l'attention. J'ai glissé mon doigt sous le seau et je l'ai ouvert proprement. À l'intérieur se trouvait une pile de documents, soigneusement agrafés, imprimés professionnellement, indéniablement importants. Je les ai posés sur la table et je les ai étalés un par un, comme si je posais des cartes dans un jeu auquel ils ne savaient pas qu'ils jouaient. La première page était le contrat, un accord de plusieurs pages de l'entreprise technologique de Seattle, le projet complet de refonte de la marque avec mon nom signé en bas. Le montant imprimé en haut de la section de la facture, 280 000 $. Pas théorique, pas projeté. Déjà payé. La deuxième page, un document juridique me confirmant en tant que cofondatrice à 20% d'une start-up en pleine croissance, actuellement en négociation de financement de démarrage, quelque chose que Michael m'avait encouragé à rejoindre après avoir vu mes compétences.
La troisième, un email du fonds d'investissement californien adressé directement à moi, me félicitant pour ma stratégie de marque pour leur société de portefeuille et notant en gras que la direction du design que j'avais créé les avait aidés à lever 8 millions de dollars de capital en 2 semaines. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. La pièce était figée. Chaque visage raide, chaque souffle retenu. Le rire de Camilla s'est éteint instantanément. La main de ma mère s'est arrêtée en l'air, tenant toujours son verre de vin. La mâchoire de mon père s'est relâchée, la première fissure visible dans son masque stoïque. Et puis, finalement, quelqu'un a parlé. Camilla, quoi? Qu'est-ce que c'est? A-t-elle chuchoté, son visage se vidant de sa couleur. Qu'est-ce que tu fais avec? Avec tout ça? Je l'ai regardé doucement, presque gentiment. De la même manière que quelqu'un pourrait regarder un enfant qui ne comprend pas les règles d'un jeu qu'il pensait avoir déjà gagné. Ça, dis-je en tapotant légèrement les documents. C'est mon travail. Evan s'est penché en avant maintenant, les coudes sur la table, les yeux rivés sur moi. Tu as fait tout ça, a-t-il demandé, la voix basse, empreinte d'une admiration sincère. J'ai hoché la tête. Oui. Ma mère est sortie de sa transe assez longtemps pour forcer un rire tremblant. Elena, arrête. Quelle sorte de bêtises tu apportes ici? Mais sa voix tremblait parce que ce n'était pas des bêtises. C'était réel. Imprimé, signé, validé, livré. Je me suis tourné vers elle, toujours calme. Maman, dis-je, c'est le travail que tu m'as dit de ne pas mentionner. Celui que tu as dit qui ferait mauvaise impression sur la famille. Celui que tu as qualifié de pathétique. Son visage est devenu pâle. Mon père a dégluti difficilement. La bouche de Camilla est restée ouverte en un petit « oh » de choc. J'ai rassemblé les pages et je les ai tapotées pour en faire une pile bien nette. C'est drôle, ai-je ajouté doucement, considérant que ça paie mieux que tout le monde à cette table combinée. Quelques personnes ont tressailli, mais personne n'a ri cette fois. Camilla a secoué la tête, balbutiant. Non, non, ça n'a pas de sens. Tu n'es pas celle qui réussit. C'est moi. J'ai toujours. Sa voix s'est brisée. On aurait dit qu'elle se disputait avec la réalité. Ma mère a finalement trouvé ces mots, murmurés comme une confession. Tu ne nous l'as jamais dit. J'ai croisé son regard, stable. Vous n'avez jamais demandé. Le silence qui a suivi n'était pas inconfortable. Il était révélateur. Une prise de conscience. Un changement qui a fissuré les fondations de chaque mensonge qu'ils avaient construit à mon sujet. Et alors que je glissais les documents dans leur enveloppe, une vérité plus calme, plus tranchante, s'est installée sur la table comme un air froid. Ils ne savaient pas vraiment qui j'étais. Ils ne l'avaient jamais su. Pendant un long moment, personne n'a dit un mot. Les documents reposaient sur la table comme une veine exposée, pulsant d'une vérité à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. La pièce semblait différente maintenant, plus lourde, plus silencieuse, comme si l'air lui-même s'était arrêté. Ma mère avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne le pouvait pas. Mon père avait l'air en colère, mais ne savait pas où la diriger. Et Camilla. Camilla avait l'air de quelqu'un qui réalisait lentement que le sol sous ses talons s'effondrait. Mais la personne qui a brisé le silence n'était pas moi. C'était Evan. Il s'est penché en avant, les yeux rivés sur Camilla, sa voix stable et étrangement calme. Camilla, a-t-il dit, tu m'as dit que tu soutenais financièrement ta sœur, que tu payais son loyer, qu'elle ne survivrait pas sans ton aide. La couleur a quitté le visage de Camilla comme de l'eau s'écoulant d'un siphon. Sa mâchoire a tressailli une fois, 2 fois, puis s'est figée. Je n'ai pas dit ça comme ça, a-t-elle balbutié. J'ai juste. Peut-être que tu as mal compris. Mon père s'est tourné brusquement, les yeux plissés. Tu as dit ça à ton petit ami? Son ton n'était pas protecteur. Il était stupéfait. Gêné. Camilla a relevé le menton, essayant désespérément de retrouver la confiance dont elle s'était enveloppée chaque jour de sa vie. J'essayais juste d'expliquer la situation, a-t-elle insisté. Elena a toujours été. Mais je l'ai coupée doucement, pas cruellement, juste honnêtement. Chaotique, perdu, sans emploi. J'ai incliné la tête, souriant avec une douceur qui l'a fait tressaillir. C'est ce que tu lui as dit, n'est-ce pas?
Tu as dit que je te suppliais pour de l'argent parce que je ne pouvais pas prendre soin de moi. Personne ne respirait. Camilla a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Alors j'ai continué calmement. Pour te faire passer pour une sauveuse, tu as dit aux gens que je ne pouvais pas payer mon propre loyer, que je vivais de ta générosité, que j'étais un fardeau que tu portais. Ses lèvres tremblaient. Je ne voulais pas dire. Evan s'est tourné vers elle, et cette fois, il n'a pas pris la peine de cacher le dégoût qui contractait sa mâchoire. Si c'est vrai, a-t-il dit, la voix vive. Alors explique-moi quelque chose. Il a fouillé dans la poche de son blazer et a sorti son téléphone, le déverrouillant d'un seul geste. Il a tapoté l'écran quelques fois, puis l'a tourné pour qu'elle puisse voir. Explique, a-t-il dit froidement. Pourquoi il y a un débit de $6200 sur ma carte de crédit pour le canapé que tu as acheté le mois dernier? La pièce s'est immobilisée. Le hoquet de ma mère était assez aigu pour couper du verre. Mon père s'est redressé sur sa chaise. Et Camilla, ma belle, parfaite, adorée sœur, est devenue pâle de la racine des cheveux à la clavicule. Je peux expliquer, a-t-elle chuchoté. Mais le tremblement dans sa voix la trahissait. Evan n'a pas scié. Explique pourquoi tu m'as dit que ta famille avait des difficultés financières, que tu couvrais les dépenses d'Elena, que tu avais besoin d'acheter un nouveau canapé parce que ta sœur n'arrêtait pas de ruiner l'ancien. Ma mère avait l'air horrifiée. Tu as dit quoi? J'allais le rembourser, a crié Camilla, sa voix se brisant comme de la peinture sous la chaleur. J'étais juste. Les choses sont devenues difficiles et Non, a interrompu Evan. Son ton n'était pas élevé, mais il a frappé plus fort qu'un cri. Tu n'allais pas le rembourser. Tu n'as jamais eu l'intention de le faire. Tu as menti. Tu as menti sur le fait d'être fauché. Tu as menti sur le fait de soutenir ta sœur. Tu as menti sur... Arrête! A hurlé Camilla en repoussant sa chaise. Arrête, c'est tout. Mais Evan n'a pas arrêté. Il s'est levé lentement, boutonnant sa veste comme s'il se préparait à partir. Tu sais ce qui est drôle? A-t-il dit doucement. Je pensais vraiment que ta famille avait des difficultés. Je pensais que tu étais la seule à prendre les choses en main. J'avais pitié de toi. Il m'a jeté un coup d'œil et ses yeux se sont légèrement adoucis. Mais maintenant, je vois clairement. Tu ne soutenais personne. Tu m'utilisais. Le souffle de Camilla s'est coupé. Evan, s'il te plaît. Il a levé une main, l'arrêtant. Et honnêtement, a-t-il dit, sa voix s'approfondissant avec finalité. La seule personne dans toute cette maison qui semble avoir de l'intégrité, c'est Elena. La phrase a frappé la salle à manger comme un coup physique. Ma mère a tressailli. Mon père a détourné le regard. Les genoux de Camilla ont fléchi et elle s'est rattrapée au bord de la table. Ne fais pas ça, a-t-elle supplié. Pas ici. Pas devant eux. Devant qui, a lâché Evan. Ton public? Il a fait un geste vers la table. Parce que c'est tout ce que c'est pour toi, une scène. Ma mère, désespérée de reprendre le contrôle du récit, a soudain retrouvé sa voix. Evan, mon chéri, a-t-elle dit, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ne laisse pas Elena déformer tout ça. Elle a toujours été jalouse. Je me suis tourné vers elle, toujours calme. Maman, dis-je doucement. Je n'ai rien déformé. Je n'ai même rien dit. J'ai soulevé légèrement l'enveloppe avec le bout de mes doigts. Tout ce que j'ai fait, c'est ouvrir un paquet. Puis j'ai regardé directement Camilla, qui tremblait maintenant, non pas de peur, mais de rage et d'humiliation. Toi, dis-je doucement, tu as fait le reste. Le visage de ma mère est devenu rouge alors qu'elle frappait sa main sur la table. Comment oses-tu laisser un étranger parler ainsi à ta sœur? A-t-elle lâché? Comment oses-tu rester assise là et la laisser se faire humilier? Je me suis tourné vers elle, ma voix égale, presque compatissante. Maman, dis-je. Je ne l'ai pas humiliée. Elle a construit le piédestal. Elle a raconté les mensonges. Elle y est montée toute seule. Et c'est elle qui en est tombée. Le silence qui a suivi était total, suffocant, inéluctable. Pour la première fois de ma vie, chaque personne dans cette maison était forcée de voir la vérité. Pas la version qu'ils avaient organisée, pas le récit que Camilla contrôlait, mais la réalité.
Et cela a brisé l'image qu'ils avaient passé des années à polir. Evan n'a pas attendu le dessert. Il n'a pas attendu que quiconque se calme ou que Camilla retrouve assez de sang-froid pour inventer une nouvelle version des événements. Dès que le poids de ses paroles s'est abattu sur la table comme un nuage d'orage, il s'est reculé de sa chaise, a redressé sa veste et a dit doucement « J'en ai fini ». Camilla a tendu la main instinctivement, comme si saisir son poignet pouvait rembobiner les 10 dernières minutes. Effacer les mensonges, effacer l'humiliation. Mais il s'est écarté avant même que ses doigts n'effleurent sa manche. Elle est restée figée là, les mains suspendues en l'air, l'air plus choqué que le cœur brisé, comme si elle ne pouvait pas concevoir l'idée que quelqu'un, n'importe qui, puisse s'éloigner d'elle. Elle avait toujours été celle qui partait, qui rejetait, qui choisissait. Elle n'avait jamais été celle qu'on laissait derrière. « Evan, s'il te plaît » a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Mais il n'a même pas regardé en arrière. La porte d'entrée s'est ouverte, puis s'est refermée, et le son a résonné dans la maison comme un verdict final. Ce qui a suivi a été pire que les cris qui remplissaient habituellement la maison des Parker lorsque quelque chose n'allait pas. C'était le silence. Brut, stupéfait, incrédule. Le visage de Camilla s'est décomposé et, sans un mot, elle s'est enfuie à l'étage. Une porte a claqué. Un verrou a cliqué. Puis est venu le son étouffé de ses pleurs. Mes parents sont restés à table comme s'ils y étaient collés. Leurs expressions tordues par un mélange de choc, de colère et de quelque chose d'autre que je n'avais jamais vu en eux auparavant. La peur. La peur du jugement. La peur de perdre le contrôle. La peur que l'image s'effondre. Ils se sont regardés, puis les documents que j'avais posés plus tôt, et enfin moi, comme s'ils cherchaient une cible, un bouc émissaire, quelqu'un à blâmer. Mon père a été le premier à parler. « Elena » a-t-il dit sèchement. « Ce que tu as fait ce soir était inutile. » « Ce que j'ai fait » ai-je répété doucement. Ma mère a renchéri, sa voix montant avec désespoir. « Tu as humilié ta sœur. Tu l'as prise par surprise devant son petit ami et tu nous as fait paraître ridicules. » J'ai laissé échapper un lent soupir. « Tout ce que j'ai fait, c'est ouvrir une enveloppe. »« Tu savais ce que tu faisais » a lâché mon père. « Le savais-je » ai-je demandé doucement. Parce que de mon point de vue, c'est Camilla qui a menti. Celle qui a utilisé la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Celle qui m'a dépeinte comme un cas de charité pour qu'elle puisse passer pour une héroïne. Ils n'ont rien dit. Non pas parce qu'ils étaient d'accord, mais parce qu'ils n'avaient aucune réfutation, aucune excuse, aucun angle qu'ils pouvaient déformer. Et donc, dans la plus pure tradition des Parker, ils se sont rabattus sur la seule réponse qu'ils comprenaient, me blâmer quand même. « Ta sœur souffre » a sifflé maman. « Elle l'a bien cherché » ai-je répondu. La température dans la pièce a chuté. Les lèvres de ma mère se sont serrées. Mon père s'est reculé de la table, arpentant la pièce comme un homme cherchant un argument assez fort pour raviver un récit qui s'effondrait. Mais il n'y en avait pas. Pas ce soir. La façade s'était trop profondément fissurée. L'image qui leur importait plus que leur propre fille leur glissait entre les doigts, et pour une fois, ce n'était pas de ma faute, et ils le savaient. Alors que je me levais pour partir, ma mère a tenté une dernière fois de prendre le contrôle. « Ne pars pas » a-t-elle lâché. « Tu dois réparer ce que tu as causé. » Je me suis arrêté au bord de la salle à manger, me tournant juste assez pour croiser son regard. « Je n'ai pas causé cela » ai-je dit doucement. « C'est vous. En choisissant les mensonges plutôt que la vérité et l'image plutôt que l'intégrité. » Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais aucun son n'en est sorti. Il n'y avait plus rien à dire. J'ai quitté la maison des Parker ce soir-là en me sentant plus libre que triste. Non pas que les retombées n'importaient pas, mais parce que pour la première fois, la vérité était plus forte que leur voix. Mais les retombées ont une façon de se propager. Et l'effondrement de la famille Parker ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, j'étais dans mon espace de coworking, sirotant un café tiède tout en éditant une proposition, quand mon téléphone a vibré avec un message d'une amie qui travaillait au RH dans la même entreprise que Camilla. « Tu as entendu ? Camilla s'est fait virer. » Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Pourquoi ? Utilisation abusive des fonds de l'entreprise. Des dépenses sur la carte d'entreprise ont été signalées. Quelqu'un a retracé des fuites de dépenses jusqu'à elle. Ce n'était pas de petites sommes. $6 200 pour un canapé n'était apparemment que le début.
Peut-être que j'aurais dû ressentir quelque chose. Le choc, la sympathie, la colère. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était une étrange et silencieuse résignation. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas le karma qui rattrapait de manière dramatique. C'était simplement la vérité faisant ce que la vérité fait toujours. Finalement, elle refait surface. Plus tard dans l'après-midi, un autre message est arrivé. Cette fois d'un numéro inconnu. Maman. Puis papa. Puis maman à nouveau. Appel, appel manqué, messages vocaux, plus d'appels. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas répondu. Parce que j'ai enfin réalisé quelque chose qui a changé ma vie. Chaque fois que je décrochais le téléphone auparavant, c'était par espoir. Espoir qu'il s'excuserait. Espoir qu'il me verrait enfin. Espoir qu'il me traiterait comme une famille. Mais l'espoir peut être une prison. Et je m'en étais évadé. Alors j'ai laissé le téléphone sonner, sonner et sonner, jusqu'à ce que finalement, il s'arrête. Dans les jours qui ont suivi Thanksgiving, après que les appels ont cessé et que la poussière est retombée, la vie à Portland a doucement repris son cours. La pluie est revenue, régulière et familière, lavant les dernières traces de l'automne sur les trottoirs. Je me suis plongé dans le travail, non pas pour me distraire, mais parce que je m'y sentais enfin chez moi. Parker Studio n'a pas seulement grandi. Il a fleuri. Les projets se sont multipliés. Les recommandations ont afflué. L'espace de coworking que je traitais autrefois comme un refuge emprunté est soudain devenu trop petit pour tout ce qui se passait dans ma carrière. Les clients voulaient des réunions. Les équipes voulaient des sessions de stratégie. Les investisseurs voulaient des consultations. Un matin, en révisant des ébauches pour la campagne de vacances d'une start-up, j'ai reçu un email que j'ai lu 3 fois avant de comprendre. Une invitation à prendre la parole lors d'une grande conférence de design sur la côte ouest. Moi, la fille que ma famille rejetait autrefois comme étant maladroite, sans but, embarrassante. Quand je suis monté sur cette scène des semaines plus tard, entouré de lumière, de microphones et de centaines de participants dans le public, je n'ai pas pensé à ma famille. J'ai pensé à la version de moi-même de 18 ans, recroquevillé dans un studio glacial, dessinant dans le noir avec des doigts engourdis et un espoir têtu. J'ai pensé à la fille qui a continué même quand personne ne croyait en elle. Et en parlant d'identité visuelle, de narration de marque et de construction de carrière en design sans privilèges traditionnels, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une fierté complète et sans filtre. Avec l'argent que j'avais économisé sur mes projets, j'ai enfin fait quelque chose que je croyais autrefois impossible. J'ai acheté une petite maison près de Forest Park, nichée parmi de grands sapins et des sentiers moussus. Un endroit calme, un endroit avec la lumière du soleil à travers les fenêtres et assez d'espace pour un vrai studio. Un endroit que ma famille avait autrefois insisté que je ne pourrais jamais me permettre. J'ai porté les clés dans mon nouveau salon un matin frais de décembre, j'ai posé mes sacs et je me suis tenu dans le silence vide. Pas de voix me disant que j'étais négligente. Pas Dieu guettant les erreurs. Pas d'attente. Juste la paix, douce, simple et entièrement mienne. Dans ce calme, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un texto de papa, puis un autre de maman. Rentre à la maison pour Noël. Nous devons parler. Les mots flottaient dans l'air comme un écho familier. Un écho auquel je ne devais plus mon cœur. J'ai fixé l'écran, non pas avec colère, mais avec une étrange tendresse. Il ne s'était pas excusé. Il n'avait rien reconnu. Il voulait simplement la version de moi qu'il pouvait contrôler. Le moi qui restait petit pour que leur monde paraisse grand. J'ai posé le téléphone et j'ai laissé échapper un léger soupir. Pas de ressentiment, pas de désir, juste de la clarté. La famille, me suis-je murmuré, ne vous fait jamais mendier le respect. Et pour la première fois, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas fait de valise, répété des explications, ni me suis préparé à la déception. Au lieu de cela, j'ai fait un plan différent. Un plan qui ressemblait plus à Noël que tout ce que la maison des Parker m'avait offert depuis des années. La veille de Noël, alors que Portland était drapé d'un doux brouillard hivernal, j'ai transformé ma petite maison de Forest Park en quelque chose d'assez chaleureux pour faire fondre même la plus froide nuit de décembre. Des guirlandes lumineuses s'enroulaient autour de la rampe d'escalier. De la cannelle mijotait sur la cuisinière. J'ai rempli le salon de couvertures et d'oreillers, allumé des bougies sur chaque surface et emballé de petits cadeaux avec des plis soignés.
Mais ce n'était pas pour un rassemblement familial parfait. C'était pour des gens qui avaient réellement besoin de chaleur. Grâce à un refuge local où j'avais fait du bénévolat il y a des années, j'ai organisé un petit événement de Noël pour les femmes et les adolescentes sans abri, des personnes dont les familles les avaient abandonnées, elles aussi, de manière plus silencieuse et plus dure. Je leur ai acheté des manteaux, des gants, des journaux intimes, des fournitures d'art, des cartes cadeaux. J'ai commandé un service de traiteur d'un restaurant local, j'ai rempli la maison de nourriture et j'ai ouvert ma porte à des étrangers qui méritaient de se sentir vus. Le salon s'est rempli de rires, de douces larmes, d'histoires de difficultés et de survie. Une jeune fille m'a montré son carnet de croquis, des dessins bruts et émotionnels qui me rappelaient douloureusement mon moi plus jeune. Je me suis agenouillé à côté d'elle, je lui ai tendu un nouvel ensemble de crayons et j'ai murmuré, « Ton art est important. Continue. Le monde a besoin de ta voix. » Elle m'a serré dans ses bras, et à ce moment-là, entouré de personnes qui connaissaient la douleur d'être invisible, je me suis senti plus chez moi que je ne l'avais jamais été dans la maison de mes parents. La nuit brillait de quelque chose de réel. Pas de perfection, pas d'image, pas de performance, mais d'humanité. Une humanité chaleureuse, imparfaite, guérisseuse. Quand le dernier invité est parti, quand les bougies ont été soufflées, quand le calme doux est revenu, j'ai su que j'avais construit quelque chose que ma famille ne m'avait jamais donné. Une vie enracinée dans la compassion, le but et le respect de soi. Plus tard dans la nuit, j'ai finalement pris mon téléphone. Il y avait plus de messages de mes parents. Quelques-uns longs et émotionnels, quelques-uns en colère. Aucun d'eux ne disait la seule chose dont j'avais besoin, nous sommes désolés. Alors, je n'ai pas répondu. Pas par dépit. Mais parce que j'avais dépassé le stade de courir après l'amour de personnes qui ne savaient pas comment le donner. Je suis sorti avec une tasse de thé, l'air froid et vif contre mes joues, la forêt silencieuse sous un fin voile d'hiver. Au-dessus de moi, le ciel scintillait faiblement d'étoiles. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais entière. Plus l'ombre à côté de Camilla. Plus la blague à la table de Thanksgiving. Plus la honte de la famille. Juste Helena Parker. Artiste, fondatrice, propriétaire, humaine. Assez. Plus qu'assez. Si vous avez déjà été négligé par votre propre famille, traité comme moins que rien, ou si l'on vous a dit que vous n'étiez pas assez, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'est pas définie par ceux qui ne la voient pas. Elle est définie par qui vous choisissez de devenir. Et vous avez le droit de vous éloigner pour protéger votre paix.